d'examiner du langage, avant d'examiner comment la connaissance peut s'étendre et s'assurer par le discours seulement, il faut traiter du langage. Dans tout ce qui nous reste à décrire, d'inventions abstraites, de fantaisie, de passion, d'institutions, le langage est roi. Il s'agit dans une exposition resserrée d'étaler dans toute son étendue ce beau domaine qui s'étend des profondeurs de la musique au sommet de l'algèbre. Mais admirez d'abord comment les jeux du langage prennent l'esprit dans leur piège. Il faut, disent les auteurs, s'entendre pour créer une langue, et donc savoir parler avant d'apprendre à parler. Ce puéril argument est un exemple parfait des artifices dialectiques, qui sont pris pour philosophie par ceux qui n'ont pas appris à penser d'abord sans parler. L'action humaine, j'entends le mouvement pour frapper, donner, prendre, fuir, est ce qui nous intéresse le plus au monde, et la seule chose au monde qui intéresse l'enfant, car c'est de là que lui viennent tout bien et tout mot dans les premières années. Ces actions sont les premiers signes, et les comprendre, ce n'est autre chose, d'abord que d'en éprouver les effets. Puisque l'homme apprend à deviner les choses qui approchent d'après les signes, il ne faut pas s'étonner qu'il apprenne aussi bien, vite, à deviner ce qu'un homme va faire, d'après ses moindres mouvements. Il ne s'agit que de décrire l'immense domaine des signes humains. À cette fin, on peut distinguer d'abord l'esquisse de l'action, ou son commencement, qui font assez prévoir la suite. Et telle est l'origine de presque tous les gestes, comme montrer le poing, tendre la main, croiser les bras, hausser les épaules. On passe naturellement de là à la préparation des actions, qui est l'attitude. On devine qu'un homme à genoux et face contre terre ne va pas combattre, qu'un homme qui tourne le dos ne craint point qu'un homme qui se ramasse va bondir, et ainsi du reste. Enfin, il faut noter aussi les effets accessoires de cette préparation des actions, lesquelles résultent de la fabrique du corps humain, telle que chacun la connaît d'après la physiologie la plus sommaire. Telles sont la rougeur et la pâleur, les larmes, le tremblement, les mouvements du nez et des joues, le cri enfin, qui est l'effet naturel de toute contraction des muscles. Et il faut faire grande attention à ce dernier signe, destiné à supplanter les autres et en engendrer jusqu'à l'algèbre, par un détour qu'il faut ici décrire. Mais auparavant, il faut faire remarquer que la pensée, qui n'est au naturel qu'action retenue, offre aussi des signes bien clairs qui sont l'arrêt même, l'attention marquée par le jeu des yeux et les mouvements calculés, enfin les mouvements des mains par lesquels d'avance nous palpons ou mesurons la chose vue, ou simplement nous favorisons la vue et l'ouïe. Toutes ces choses sont assez connues. Il suffit de les rappeler et de dire que nous savons interpréter les signes des animaux, surtout domestiques, aussi bien que des hommes. Le cavalier devine ce que le cheval va faire, d'après l'allure et les oreilles. Il faut maintenant considérer que le langage est fils de société. Au reste, l'homme isolé d'abord et s'alliant ensuite à l'homme n'est qu'une action, une fiction ridicule. Je ne veux pas me priver de citer ici, après d'autres, une forte parole d'Agassiz. Comme la bruyère a toujours été lande, l'homme a toujours été société. Et l'homme vit en société déjà avant sa naissance. Ainsi, le langage est né en même temps que l'homme. Et c'est par le langage toujours que nous éprouvons la puissance des hommes en société. L'homme fuit quand les hommes fuient. C'est là parler et comprendre, sans contrainte à proprement parler. Comprenons donc comment l'imitation, qui n'est que l'éducation, simplifie et unifie naturellement les signes, qui deviennent par là l'expression de la société même. Les cérémonies consistent ainsi toujours en des signes rituels, d'où sont sorties la mimique et la danse, toujours liées au culte, d'où un langage déjà conventionnel de gestes et de cris. Il reste à comprendre pourquoi la voix a dominé, car c'est tout le secret de la transformation du langage. L'homme a parlé son geste. Pourquoi? Darwin en donne une forte raison, qui est que le cri est compris aussi la nuit. Il y a d'autres raisons encore. Le cri provoque l'attention, au lieu que le geste la suppose déjà. Le cri enfin accompagne l'action. Le geste l'interrompt. Pensons à une vie d'action et de surprise. Nous verrons naître des cris modulés accompagnant d'abord le geste, naturellement plus clair, pour le remplacer ensuite. Ainsi naît un langage vocal conventionnel. Mais comme l'écriture, qui n'est que le geste fixé, est utile aussi, l'homme apprend à écrire sa parole, c'est-à-dire à représenter par les dessins les plus simples du geste écrit les sons et les articulations. Cette écriture dut être chantée d'abord, comme la musique, et puis les yeux surlire et s'attachèrent à la figure des lettres ou orthographes, même quand les sons, toujours simplifiés et fondus comme on sait, n'y correspondent plus exactement. Ainsi, par l'écriture, les mots sont des objets fixes que les yeux savent dénombrer, que les mains savent grouper et transposer. Toutefois, quoique ces caractères échappent ainsi au mouvement des passions,
il s'est toujours exercé un effort bien naturel pour retrouver dans ses signes la puissance magique des gestes et des cris qui les remplacent. Mais n'insistons pas maintenant sur cette magie du langage. Il s'agit dans ce qui va suivre d'un langage défini, ou du moins qui veut l'être, et d'un jeu qui consiste à penser avec les mots seulement. On peut appeler discursive cette connaissance autant qu'elle est légitime, et l'abus en peut être dialectique. Un homme qui ne connaît que les choses est un homme sans idées. C'est dans le langage que se trouvent les idées. C'est pourquoi si on pouvait instituer une comparaison par les effets entre deux enfants, l'un qui ne ferait jamais attention qu'aux choses et l'autre qui ne ferait jamais attention qu'aux mots, on trouverait que le dernier dépasserait l'autre à tous égards, et de bien loin, car il n'est pas difficile de retenir des expériences familières et de joindre à chacune le mot qui la désigne dans l'usage. Et le métier, là-dessus, conduit n'importe quel homme à une perfection étonnante. Et pour les idées et les sentiments, qui importent le plus, l'homme de métier n'est toujours qu'un enfant. Au contraire, dans l'étude d'une langue réelle, chacun trouve toutes les idées humaines en système, et des lumières sur toute l'expérience, et qui lui font faire aussitôt d'immenses progrès, parce que d'un côté, il s'humanise, recevant en raccourci tout ce qui est déjà acquis, et que d'un autre côté, suivant les mots en leurs différents âges, il trouve dans ce mouvement l'impulsion qui convient à une nature pensante que l'animalité et l'imagination occupent toujours puissamment. Il y a bien de la différence sous ce rapport entre les langues parfaites que l'on invente d'après la nature des objets, ampère, volt, ohm, et les langues populaires, qui ont bien plus d'égard à la nature humaine, c'est-à-dire aux difficultés réelles que rencontre tout homme qui s'interroge. Et remarquons que, même dans les langues techniques, il est rare que l'on trouve des mots sans ancêtre, comme sont justement ceux qui sont cités plus haut. Le mot fonction, pris dans son sens mathématique, n'est pas détaché pour cela de la série politique. Équation, intégrale, convergence, limites sont encore des mots humains, malgré l'effort du technicien, qui voudrait ici nous faire oublier tout autre sens que celui qui résulte de la définition. Et cette technique, comme toute technique, tente à effacer l'idée. Toutes les fois que l'on apprend une langue vivante, par les voyages, le commerce et l'industrie, on l'apprend techniquement, c'est-à-dire en vue seulement de désigner un objet sans ambiguïté. Et la trop célèbre méthode directe qui montre l'objet en prononçant le mot semble avoir pour fin et a eu pour effet de nous délivrer tout à fait de culture. C'est ainsi qu'on apprendrait une langue tout à fait conventionnelle et qui n'aurait point de passé. Mais ce n'est pas du tout ainsi que l'on apprend une langue réelle. C'est par les mots alors qu'il faut comprendre les mots. Ici, l'esprit est mis en demeure de penser. L'avantage décisif des langues mortes sur les langues vivantes, c'est que personne ne peut nous montrer l'objet. On apprend alors le sens par la racine et par les relations. Et le plus savant est alors, comme on remarque au contact d'un véritable humaniste, celui qui cherche, entre beaucoup de sens, le sens qui est exigé par les mots voisins, et de proche en proche, par la multitude des mots qui précèdent et qui suivent. Qui définira le mot raison? On dit que l'homme est doué de raison. On dit la raison du plus fort, la raison d'une progression, demander raison, rendre raison, en buvant, fais-moi raison, livre de raison, raison sociale. Mais quelle richesse nouvelle quand on découvre ratio, d'où vient ration, ratus qui veut dire persuader, réor qui veut dire croire, et ratification qui en vérité rassemble presque toutes ces relations en une. Cette richesse est humaine, je crois m'y conformer quand j'en ai fait en gros l'inventaire. J'y suis déjà bien riche. Il faut toujours citer, après compte, le double sens du mot cœur, qui veut dire amour et courage. Répondre explique responsable, spondere explique l'un et l'autre. Prudence, prude et prud'homme sont parents. Courage et courroux de même, et choléra ressemble à colère. Grâce, jugement, droit, juste ont chacun des sens merveilleux. On dit les humanités, le peuple, la propriété. Chacune de ces remarques découvre aussitôt une idée d'importance. Et que serait-ce s'il faut deviner la pensée d'un auteur vieux de 1000 ans, d'après ces signes merveilleusement ambigus? Encore bien mieux si la pensée s'affirme, d'abord par une beauté irrécusable, immédiatement sentie et en même temps confirmée par des siècles d'admiration. Ici se prépare toute pensée, non seulement de politique et de morale, mais de physique aussi bien. Langage et poésie. La langue est un instrument à penser. Les esprits que nous appelons paresseux, somnolents, inertes, sont vraisemblablement surtout incultes, et en ce sens qu'ils n'ont qu'un petit nombre de mots et d'expressions. Et c'est un trait de vulgarité bien frappant que l'emploi d'un mot à tout faire. Cette pauvreté est encore bien riche, comme les bavardages et les querelles le font voir. Toutefois, la précipitation du débit et le retour des mêmes mots montrent bien que ce mécanisme n'est nullement dominé. L'expression « ne pas savoir ce qu'on dit » prend alors tout son sens. On observera ce bavardage dans tous les genres d'ivresse et de délire,
et je ne crois même point qu'il arrive à l'homme de déraisonner par d'autres causes. L'emportement dans le discours fait de la folie avec des lieux communs. Aussi est-il vrai que le premier éclair de pensée en tout homme et en tout enfant est de trouver un sens à ce qu'il dit, si étrange que cela soit. Nous sommes dominés par la nécessité de parler sans savoir ce que nous allons dire, et cet état sibyllin est originaire en chacun. L'enfant parle naturellement avant de penser, et il est compris des autres bien avant qu'il se comprenne lui-même. Penser, c'est donc parler à soi. Certes, c'est un beau moment, comme Comte l'a remarqué, que celui où l'homme seul avec lui-même se trouve à la fois avocat et juge. C'est le moment de la réflexion, c'est même le moment de la conscience. Sans doute ne fait-on paraître le soi qu'en parlant à soi. Mais disons que dans ce bavardage solitaire, il y a une inquiétude et qui va à la manie. D'abord, on ne peut conduire sa parole, car conduire sa parole, ce n'est qu'essayer tout bas et répéter tout haut. De moi à moi, il faut que je me fie à ma parole et que je l'écoute. Et la déception, qui est l'état ordinaire, irrite bientôt. On saisit ici le prix des maximes, par quoi le mécanisme participe de la sagesse. Et certainement, il y a un plaisir sans mesure à répéter, c'est se reconnaître et reprendre le gouvernement de soi. C'est pourquoi les contes ne plaisent que dans une forme fixée. Mais contre ce besoin de reconnaître, il y a dans le langage comme un mécanisme une exigence de changement qui est biologique et à laquelle la musique, la poésie et l'éloquence doivent donner satisfaction. Car il faut que certaines parties se reposent et que d'autres se détendent après l'inaction. Et faute d'une mémoire ornée de belles paroles, le bavard sans culture est jeté le discours en discours, sans pouvoir même répéter exactement ce qui offre au passage comme l'éclair d'une pensée. Par opposition à cette misère intellectuelle, considérons qu'un beau vers un merveilleux soutien pour la réflexion, car d'un côté, comme on ne peut dire autrement sans manquer au rythme ou à la rime, on ne peut dériver, on s'arrête, on retrouve et on se retrouve. Mais surtout cet art de chanter sa propre pensée développe toujours la phrase rythmée, la compensation après l'effort, soit pour les sons, soit pour les articulations, ce qui ramène au repos après un travail équilibré de l'appareil parleur. Et l'on se trouve ainsi protégé contre le discours errant, au lieu qu'une phrase mal faite en appelle une autre. C'est pourquoi l'entretien avec soi n'est soutenu comme il faut que par les fortes sentences de la poésie. C'est donc par de telles œuvres que l'enfant commence à penser. Il peut alors s'écouter lui-même et reconnaître sa propre pensée dans l'œuvre humaine. Mais le premier effet est esthétique. L'enfant est d'abord retenu ou saisi, ensuite il se reconnaît. Et ces remarques rassurent aussitôt le maître quant au choix des œuvres, car le principal est qu'elles soient belles et pleines de sens. Mais il n'est point dans l'ordre que l'enfant les comprenne avant de les retenir. Et certes, il peut y avoir à comprendre dans les improvisations d'un enfant, mais le maître croit trop facilement que ce qui l'intéresse instruit l'enfant aussi. Au contraire, dans ce qu'il dit, l'enfant se perd, et c'est une raison décisive lorsqu'on se risque à provoquer des réponses libres, de les faire toujours et écrire aussitôt, afin d'interroger de nouveau la réponse elle-même. Le langage commun appelle naturellement penser les formules que l'on retient et qui s'imposent à la mémoire, donnant ainsi un objet à la réflexion. Et quand j'indique qu'un tel appui est nécessaire à l'enfant, je n'entends pas que l'esprit le plus ferme et le plus mûr puisse s'en passer. Le défaut le plus commun est d'aller à la dérive et de tomber d'une idée à l'autre selon les lois mécaniques de la chute. L'égarement est le vrai nom de cet état errant de l'esprit. Auguste Comte a donc dit une grande chose lorsqu'il a voulu appeler prière la méditation sur un poème, car c'est interroger l'humain en ce qu'il a de plus éminent, c'est frapper au rocher comme Moïse et appeler le miracle, se retrouver soi dans un poème qui date peut-être de 1000 ans et tirer la plus profonde richesse et sans fin de cet objet immobile. Toute contemplation esthétique a bien ce caractère, mais le beau nom de prière ne convient pas également à toutes. Il convient le mieux lorsque je puis en quelque lieu que ce soit par une pieuse récitation produire cet objet secourable, et celui qui n'a point de culte ni de prière ignorera toujours l'attention vraie. L'attention serait donc toujours attention à un texte et réflexion sur un texte, sans quoi la difficulté est oubliée. L'esprit suppose donc des pensées ou expressions invariables, conservées par la mémoire. L'enseignement n'a pas méconnu ces principes et la religion a fait de la lecture un exercice de méditation. C'est le bréviaire. Toutefois, il s'en faut de beaucoup que l'importance des textes inaltérables pour notre salut mental soit toujours assez comprise. Dans tout ce que l'on entend contre la récitation, ces lois de la nature humaine sont gravement méconnues. Il y a une solidité et un sérieux en ceux qui ont lu quotidiennement la Bible, et cet avantage balance l'infériorité doctrinale du protestantisme comparé au catholicisme. Ceux qui se répètent à eux-mêmes un texte familier jusqu'à ce que le sens éclate sont les véritables penseurs. On sait l'avantage d'une langue morte et de la difficulté de traduire. L'expérience fait voir qu'il n'y a point de culture hors de ces conditions.
Toutefois, les vrais réseaux sont dans le rapport du langage et de la pensée, comme il est assez évident par le présent développement.